Bonjour, gentilhomme, et bienvenue dans mon auberge. Je me nomme Tildegarde. Ah ah, je vous ai bien eu. Je faisais du roleplay. Est-ce que tu fais ça, toi, du roleplay, Pierre-Philippe? Bien entendu que je fais du rôle-play, du jeu de rôle. Du play de rôle, le rôle-play. Oui. Oui, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui à Action Bonus, le podcast jeu de rôle, où, comme toujours, je reçois mon bon ami Pierre-Philippe Renaud. Bonsoir, Pierre-Louis, ça va bien? Oui, ça va bien, cher ami. Et nous allons discuter de choses profondes concernant l'activité qui occupe beaucoup de notre temps libre, les jeux de rôle. Puis aujourd'hui, on va parler du roleplay. Et plus particulièrement des mécaniques sociales. Fait que, tu sais, vous savez, là, ces fameux jeux de rôle qui ont une règle pour encadrer les moments où des personnages vont interagir avec le monde socialement. Est-ce que c'est faire du roleplay, rouler un jet de persuasion, Pierre-Philippe? Ben, je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être cadrées dans cette persuasion. Je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Ça peut rentrer dans plein de concepts. Il y a plein Ouais. d'autres, selon moi, plein d'autres mécaniques qui sont plus intenses que ça dans le contexte de vouloir cadrer une certaine forme de jeu de rôle. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant comme sujet à aborder parce que c'est quelque chose qui vraiment, je trouve, méconnu dans le monde du jeu de rôle. Surtout que j'ai beaucoup de groupes sur lesquels je me promène, que je vais lurker, regarder ce que les gens disent et tout ça. Et souvent, il y a tout le temps la même réponse qui revient. Les gens disent, mais le roleplay, ça se fait uniquement autour de la table avec le maître de jeu puis les personnages. Tu sais, Mhm. il y a pas besoin, n'importe quel jeu peut faire n'importe quoi. Tu sais, au final, ils disent, des fois, des gens qui demandent des questions pour un tel type d'ambiance ou tel type de partie ou tel type de jeu, puis le monde sont tout le temps comme, ben, tu prends Cthulhu et tu adaptes. C'est le fameux adage, là. Ouais. Mais, euh, mais ça revient à me poser la question sur, finalement, le roleplay, est-ce qu'il y a des mécaniques qui viennent encadrer ça? Et selon moi, oui, puis il y en a. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Ben, je pense que ça dépend de tous un chacun. Mais avant d'aller là-dedans, Pierre-Louis, je pense que tu oublies encore une fois notre segment précis que j'aime Ah. beaucoup. Parce que oui, bien sûr, dans le podcast, on va parler de jeux de rôle, mais on a ce segment où on discute de nos lectures du moment. Alors peut-être nos inspirations. Et c'est le segment qui s'appelle Le voyage dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Fait que quoi de neuf, Pierre-Philippe? Qu'est-ce qui t'occupe, qui t'inspire? Une lecture qui peut être une lecture jeu de rôle ou une lecture de Mhm. n'importe quel type. Ben, outre ce que je t'ai déjà parlé lors de notre dernier Action Bonus, j'étais un peu dans les mêmes plates-bandes en matière de lecture horroriste. Mais par contre, je t'en avais un peu mentionné à l'extérieur avant l'enregistrement du balado. Je me suis clenché la lecture du livret d'initiation du jeu de rôle de Conan. Ah oui, oui, oui. Oui, Conan, l'âge iboréen, le prochain jeu de rôle qui va sortir chez Monolith Games, qui ont repris les droits après Modifius, Mhm. qui faisait le 2D20, système 2D20. Et comme ça, je me suis juste clenché le livret des règles et beaucoup de choses à dire. C'est très simple. C'est très, très simple. Est-ce que c'est trop compliqué? Je ne sais pas. Allez voir notre dernier action bonus sur la question. Mais est-ce que c'est simple? Oui. Ça fait penser un peu à, je ne sais pas si tu as déjà lu Savage World. Tes attributs, tu as deux trucs qui sont en lien avec tes attributs. Tu as un bonus flat, qui est comme exemple 4, 3, mais tu as aussi un D qui est associé sur ton attribut. Par OK. exemple, D6, D8. Et quand, mettons, tu fais un jeu de force, eh bien, tu vas lancer ton D de force, qui peut être D6, D8, D10, peu importe, et tu vas y rajouter ton bonus flat que tu as. Mhm, OK. Et là, ça te donne quelque chose. Et ton but, c'est d'atteindre un niveau de difficulté qui est défini par le meneur de jeu. 4 et 6, c'est comme une action normale. 10, ça peut être comme plus difficile. OK. Et tu sais, c'est très, très. S'il y a un jet opposé, c'est un contre l'autre, puis la personne qui est plus haut l'emporte. Des jeux de combat aussi, c'est un peu la même chose. Truc intéressant, il y a deux types de défense. Les gens ont soit des défenses physiques ou une défense magique. Tu n'as pas nécessairement la même classe d'armure
Ouais, ouais. Si c'est ta défense magique ou ta défense physique, ça, je trouve ça cool. Non, c'est ça. C'est très différent de ce que j'ai pu voir contrairement au système de D20 que moi, personnellement, j'appréciais pas tant. Je suis surtout très content que ça n'a pas été une occasion pour une compagnie de juste faire Hey, on surfe sur la cinquième édition comme plein d'autres personnes ont fait pour Hmm. d'autres jeux d'autres univers licenciés, comme par exemple Adventure Time ou des choses comme Ouais. ça qui sortent sur la cinquième. Et là, ils ont vraiment voulu sortir quelque chose qui était qui sont à eux, là. Tu sais, c'est un système qui est bien à eux. Je trouve ça intéressant pour l'instant, Ouais. mais je ne veux pas trop m'avancer. Je vais attendre de voir un peu comment ça va évoluer avec le temps. Mais il y a une mécanique que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, c'est dans la mécanique de la mort en soi, c'est que quand tu as une poule de points de vie et quand tu tombes à zéro, il faut que tu fasses un jet de ténacité qui est un peu comme l'équivalent de la constitution, là, en quelque sorte, là. Et le niveau de difficulté est 8. Et si tu réussis, t'es correct pour le reste de la partie, le reste du combat plutôt, mais tu sais, t'es hors du combat, t'es genre sur le OK. sol et à l'issue du combat, t'es comme relevé debout par tes amis, puis tu vas être soigné. Si tu échoues, ben tu meurs, tout simplement. Ah T'as un ouais. bâton. Mais l'affaire, c'est que si ça t'arrive une fois, il est juste conseillé dans le livre au maître de jeu. Tu sais, c'est très. Encore une fois, j'aime vraiment ça parce que c'est très. Hey, faites ça un peu comme vous voulez, là. Si la personne survit à son jet de ténacité, prenez-le en note. Puis la prochaine fois, son niveau de difficulté, ce ne sera pas 8, ça va être 10. Parce que c'est comme si, genre, la mort, c'est comme si la main du destin vient éventuellement te chercher, là. Ah ouais, ok, ok. Ouais. Ah, c'est Puis ça, cool. je trouve ça vraiment cool. Puis là, j'étais comme, hey man, c'est malade parce que, imagine là, tu sais, mécaniquement, tu peux dire, exemple, les personnages explorent un temple qui est comme dédié au dieu de la mort, puis tu avertis les joueurs que en rentrant dans ce temple-là, peu importe qu'est-ce qui arrive, le niveau de difficulté contre les jeux de la mort, c'est comme 12. Puis le monde sont genre, Ouais. Fait Ouais, que ça, je trouve ça cool. C'est quelque chose que j'ai fait, ah, ok, c'est chouette. ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime quand les jeux font ça, là. Il y a un Ouais. état aussi dans Pathfinder 2, je pense que c'est Doom, que quand t'es Doom, c'est une condition qui a une valeur numérique comme tout dans Pathfinder 2, puis ça réduit le type de dying qui va t'amener à être mort pour toujours. Fait que tu meurs plus Hmm. à dying, je sais plus c'est quel, je pense dying 5, là tu meurs à dying 4, dying 3. Fait que Ok. c'est cool. Ça, je pense qu'il faudrait qu'il y ait ça aussi dans cinquième édition, qu'il y ait des affaires où est-ce qu'ils t'enlèvent des jets de sauvegarde contre la mort, là. Tu sais, t'as un item que t'as Ouais. toujours un jet de sauvegarde contre la mort raté tant que t'as cet item-là. Ouais, c'est cool ça, ben oui. C'est vraiment, vraiment cool. Ah, j'aime ça. Mais toi, Pierre-Louis, est-ce que tu lis d'autres choses ces temps-ci? Ben oui, là, je suis vraiment là-dedans, là, puis j'ai l'impression que j'en sortirai jamais. Wow. C'est, j'ai commencé les archives de Rochard de Brandon Sanderson, qui Ah, est mon une Dieu. série de romans fantastiques qui se déroule dans l'univers de Rochard. Déjà, tu vois, je t'en parle, puis je suis comme épuisé, là, je suis essoufflé. C'est la grosse série fantastique de Brandon Sanderson, qui est un des auteurs de fantastique et de science-fiction le plus reconnu de notre époque moderne. Fait que Brandon Sanderson, il va plaire à plusieurs. En fait, il a battu des records sur Kickstarter. Tous ses derniers projets, c'était les plus gros projets du monde, ne serait-ce que pour ses livres et récemment Ouais. pour son jeu de rôle. Le plus gros jeu de Ouais. rôle jamais financé. Hey man. Hey man. Être à la place de cette équipe de financement-là, là, je sais pas si je serais heureux ou comme stressé. Parce que mais leur dernier projet, c'était pas des affaires big de même, là. Je pense Hmm, pas qu'ils s'attendaient à ce que ce soit autant dégueulasse en termes de finalité, là. c'est Ils doivent vraiment énorme. comme faire. Ils doivent pas savoir quoi faire. Ils doivent faire. Dieu, on a trop d'argent là-dessus. Écoute, je souhaite que la campagne se déroule bien et que pour tous ceux qui ont backé le projet du jeu de rôle du Cosmere, que vous ayez vos produits. Mais oui, moi, c'est sûr que ça a piqué ma curiosité. Puis j'avais commencé Mistborn, qui est comme la série qui est recommandée. Donc, si vous voulez vous initier un peu au Cosmere, l'univers fantastique de Brandon Sanderson, on suggère souvent de commencer là parce que Mistborn, il est un peu plus court, un peu plus simple. C'est un cambriolage dans un monde fantastique avec des métallomanciens. Donc, c'est des gens qui contrôlent les métaux. Fait que si vous voulez commencer Sanderson, commencez là. Moi, j'ai lu le premier tome, j'en ai eu assez. J'ai pas senti l'appel de finir la série. Les personnages m'avaient pas vraiment intrigué. L'univers est formidable. La magie est super bien décrite.
C'est super cinématographique. On voit les scènes. Il est bon pour décrire ce qui se passe de façon très technique. Puis là, j'ai commencé son gros, gros, gros livre, là, tu sais. The Way of Kings. Je sais pas c'est quoi le titre en français, là. Je sais pas si c'est La Voix des Rois, qui est le premier tome. Et quelque chose comme 1000 pages. L'idée, là, hey, je vous ferai même pas de résumé parce que c'est tellement à grand déploiement, là. Mais l'idée, c'est qu'on suit des personnages qui vivent dans cet univers-là qui s'appelle Rochard. Et graduellement, dans ce monde-là, la magie revient. Une magie qui avait disparu. Puis c'est un monde qui est en conflit, fait qu'il y a beaucoup de combats, puis c'est ça qui est intéressant, là, c'est de voir les batailles qui sont super bien décrites, la magie qui est super complexe. Il y a des petites créatures féeriques qui s'appellent des Spren, qui sont comme un peu incomprises. C'est comme, tu sais, si quelqu'un est fâché, en colère ou qui a mal, il y a des Spren qui vont apparaître, qui sont toujours reliés à l'émotion que cette personne-là vit. C'est juste le quotidien de ces gens-là. Il y a des sprains qui apparaissent, puis qui c'est genre, ouf, il a l'air fâché. Il y a des sprains de colère qui apparaissent autour de sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Puis le monde est quand même intéressant. Je veux dire, la planète Rochard est balayée par des tempêtes majeures. C'est comme juste des immenses tempêtes. Énormes. Tu sais, tout le monde s'en va se cacher quand il y a la tempête, puis ça arrive une fois par semaine, là. Il y a une tempête qui balaie tout, puis qui détruit tout. Puis ces tempêtes-là sont chargées d'une espèce de magie qui vont charger toutes sortes d'objets puis de trucs autour. C'est vraiment Oh mon Dieu Seigneur. tu sais, c'est intéressant. Je te dirais pas que c'est plate. C'est très bon. C'est très bon. Tu sais, je pense qu'il est capable de faire des intrigues, il est capable de faire des retournements, il y a des chapitres qui sont vraiment enlevants. Mais je te dirais que Way of Kings, il commence, là, il démarre pour vrai à la page 700 sur mes... Oh mon Dieu Seigneur. Faut que tu t'accroches. Faut que tu ailles dans la mine. Tu mets ton casque, ton petit sac à dos, tu descends dans la mine à chaque soir. Puis t'es comme genre, OK, on va faire 20 pages à soir. On va essayer d'y aller. Oh Jésus, non, je suis pas convaincu, là. Écoute, c'est ça qui est dommage. Moi, personnellement, comme type de lecteur que je suis, c'est je trouve que ces personnages sont un peu à plat. Ils sont un peu propres aussi. Je pense que c'est le reproche que certains font à Sanderson, c'est que tous ces personnages sont bons, là. Tu sais, ils vont vivre des choses dures, mais ils se relèvent tout le temps, puis ils lâchent pas, puis ils croient en leurs rêves, puis allez-y les amis, vous allez y arriver, puis là, oh, ils doutent, mais ils repartent, ça y est, Caladan, vas-y, lâche pas la patate. Puis ils sont trop bons, ils sont trop propres, ils sont trop déterminés. Ils parlent jamais de choses humaines, tu sais, de péter une coche, de tomber en amour pour vrai, tu sais, d'être jaloux. Oui, ils vivent des émotions, mais c'est des émotions qui sont peintes un petit peu, je trouve, à peinture au numéro, tu sais. Il manque un petit aspect humain malpropre, moi, pour que je m'attache. Puis ces dialogues sont un peu trop clean, plein d'expositions. Ah ouais, ok. C'est Je ça vois le qui me genre. manque. C'est ça qui me manque. J'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu de niveau J.K. Rowling. Tu sais, tu as Ok. l'impression de lire quelque chose qui a été écrit pour des enfants, qui est un peu clean. Il n'y a pas de sexe. C'est correct, je veux dire. Ça n'a pas besoin de toujours être des histoires de sexe. Mais c'est parce que Mais deux fois, tu sais, entre deux sortilèges, c'est le je fun. viens de lire 2000 pages. Puis zéro, 2000 pages, puis pas une passe de fouf, voyons donc. Mais tu sais, tu comprends, c'est qu'il essaie de représenter un monde tellement complexe où il y a des gens de tout âge, de toute culture, puis les gens, ils sont vraiment tous plus clean que clean. Est-ce que c'est parce que Sanderson est un mormon puis que ça fait partie de ses croyances profondes? Je n'irai pas jusque-là. Il y a des personnages qui ont des croyances de tout type, mais écoute, je pourrais en parler toute la nuit de Sanderson. Il y a beaucoup à dire, j'ai de lire fucking 2000 pages. Ah, wow, ok. Mais là, y a-tu du bon roleplay dans ces livres? Y a-tu du bon roleplay? Ben, je pense que ça ferait, effectivement, des bons jeux de rôle. Parce que, qu'est-ce qui fait du bon roleplay? T'as-tu backé, Cosmere? Non, j'ai pas backé Cosmere. Toi, tu Ah, l'as-tu ok, backé? j'étais curieux. Ben, tu malade. Clairement pas le public cible de ce jeu-là. Mais oui, le roleplay, les émotions, vivre des choses, écrire des dialogues spontanés, niaiser puis négocier le prix de notre chambre d'hôtel, c'est pas ça un peu le roleplay?
est-ce qu'on a vraiment besoin de mécanique pour nous dire ce qu'on a le droit et pas le droit de faire dans un jeu de rôle quand vient le temps d'interagir entre différentes créatures conscientes? Toi, Mhm. c'est quoi ton vibe là-dessus, Pépé, là? Comment tu te considères comme maître de jeu? Est-ce que tu te considères comme un maître de jeu qui a besoin d'outils mécaniques pour rouler des interactions sociales? Ou tu te sens que c'est vraiment pas le genre de truc que tu veux voir dans ton jeu, là? J'étais un peu pas nébuleux, mais je te dirais que ça dépend du type de mécanique qui vient influencer le roleplay parce que, tu sais, il en existe plus qu'on pense. Il en existe qui sont un peu plus, on va dire, utilitaires pour influencer la manière que tu vas jouer, alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment plus proactives et qui viennent en Hmm. quelque sorte presque remplacer certains, même presque à la manière, tu sais, je vais prendre un exemple, je ne sais pas si tu as déjà joué à Game of Thrones, le jeu du trône de fer, Non, jamais le jeu de rôle. encore. Il y a tu sais, il y a comme des mécaniques, il y a du combat social. Mhm. Et c'est un combat social où est-ce que tu dois justement euh, accomplir différentes actions pour, en quelque sorte, influencer ton adversaire, lui faire perdre des points de vie sociale, en quelque sorte, Mhm. pour éventuellement gagner un affrontement social. C'est une valse d'échange verbal. Et ça, j'aime pas ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est moins mon style parce que quand il y a trop de mécaniques, justement, qui viennent le cadrer, je trouve que ça perd de son espèce de fluidité de juste faire un échange avec la personne. Alors que là, il y a tellement de choses à prendre en considération. Il y a la manière que tu vas aborder la personne. Est-ce que tu vas plus être dans l'attaque? Est-ce que tu vas plus dans la persuasion, dans l'intimidation, des choses comme ça? J'aurais le goût que tu me le dises, ton personnage, comment est-ce qu'il agit, plus que de me dire mécaniquement quel type d'attaque verbale tu vas utiliser. Ouais, ouais. Ça, c'est moins mon style. Il y a des gens qui aiment ça, c'est bien correct. Par contre, ce que j'aime bien, c'est quand un jeu va avoir des mécaniques sociales qui vont, en quelque sorte, pas nécessairement influencer la partie tant que ça durant le jeu, mais qui va aider à mettre la table. C'est-à-dire, par Mhm. exemple, beaucoup de PBTA qui vont avoir, exemple, dans la création de personnages, des espèces d'encadrés avec des espaces vides que tu dois remplir en disant tel joueur, tel personnage Ouais, m'a déjà sauvé la vie. Tel personnage m'a déjà. J'aime tel personnage parce qu'il fait telle chose. ouais, 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 ouais. Et ça, je suis genre comme. C'est hot. Je trouve ça cool. Ouais. Je trouve ça vraiment même très cool, mais euh, encore une fois, c'est pas. Quand je pourrais dire, c'est pas trop contraignant. Je considère pas que c'est contraignant du tout. Puis je sais qu'il y a Ouais. beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça dans le contexte d'un jeu de rôle, là. Ils trouvent que ça a pas vraiment sa place puis que tout devrait plus se faire, on va dire, durant la partie. Mais pour ma part, surtout dans les PBTA, il y a des mécaniques comme ça que je trouve intéressantes, ou même des mécaniques sociales qui vont permettre de, en quelque sorte, gagner des points d'expérience, entre parenthèses, monter de niveau, tu sais, des différentes Ouais. mécaniques qui permettent d'avancer selon des aspects sociaux. Tu sais, exemple, oui, tu gagnes des points de vie parce que tu gagnes des points d'expérience parce que tu as combattu, mais tu gagnes aussi des points d'expérience parce que tu as abordé, par exemple, un terrible sombre secret que tu gardais en toi Ouais. depuis tant. Ça, je trouve ça très cool. Ah Puis ouais, toi, Pierre-Louis, où est-ce que tu te places par rapport à ça? mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je suis vraiment pas fan de les règles qui viennent en travers de la scène spontanée qu'on est en train de créer parce que c'est sûr que c'est mon Mhm, plaisir. Moi, j'aime ça. J'écris, je suis comédien, je fais de l'impro. Fait que j'aime faire des dialogues avec mes amis. Puis j'aime ça qu'on soit juste en train de niaiser puis d'inventer des répliques. Puis si le jeu me dit, attends, non, 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 il y a des règles, c'est sûr que je vais faire, fuck les règles. On fait juste ça parce que c'est ça que j'aime. Mais mhm, c'est vrai que tout ce que tu viens de dire, le roleplay, c'est beaucoup plus large que juste la scène où on négocie le prix de la chambre d'hôtel. C'est aussi mhm, définir c'est quoi le jardin intérieur de ton personnage. Puis mhm, ça, peu importe où vous vous situez, je pense que c'est le fun quand le jeu t'accompagne pour t'aider à incarner dans tes actions qui ton personnage est. Puis dans PBTA, dans les Powered by the Apocalypse, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a un move spécial que ton personnage a qui va te donner un avantage mécanique quand tu te comportes d'une certaine façon.
Ouais. Oh, Ça, oui, oui, c'est oui. génial parce que c'est pas une règle qui t'oblige à faire ça, mais c'est une petite carotte qui va te pousser à faire Hey, moi j'ai un bonus, j'ai un +1 ou j'ai un dé de plus quand je protège un ami en danger. Puis là, c'est Mhm. comme, oui, c'est quelque chose que j'aurais fait de toute façon, tu sais, je veux dire, je suis le paladin du groupe, je suis le tank, mais là, j'ai un incitatif mécanique, puis ça fait que même quand c'est dangereux pour moi, puis que ce choix-là met ma vie en danger, je vais le faire parce que j'ai plus de chances que ça fonctionne. Je me souviens aussi que Raven, quand on avait joué à Root, le jeu de rôle, mon Ouais. personnage, son habileté, c'était que quand il fonçait dans le danger, sans réfléchir, sans consulter personne, il y avait un avantage mécanique. Fait que ça faisait que très souvent, je faisais, je le punch. Ou genre, je pars à courir, je m'en vais direct dans le tas. Fait qu'il Mhm. il y avait cet incitatif-là à incarner le personnage d'une façon spécifique parce que t'avais un avantage pour ça de le faire. Puis ça, je trouve ça extraordinaire, vraiment le fun, puis très Ouais. inspirant aussi. Puis en fait, c'est très moderne aussi comme façon de faire. C'est pas quelque Mhm. chose que tu voyais dans les anciens jeux vraiment ben là. C'est pas des Non. trucs qui étaient vraiment présents. Et autant je peux comprendre certains éléments qui sont un peu moins preneurs et qui sont un peu moins populaires dans le contexte d'un PBTA. Tout ce contexte-là, toutes ces idées-là d'aller chercher des mécaniques qui vont t'offrir des bonus, mais qui vont pas non plus on va dire, te restreindre dans tes actions, dans le sens que c'est pas grave si tu le fais pas. Mais si tu le fais, tu as une Mhm. carotte au bout de bâton. C'est que tu as un incitatif qui est le fun, Ouais. mais tu n'as pas de contre-coup négatif à ne pas le faire pour autant. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si tu prenais tout un bout du jeu puis tu le mettais aux poubelles ou c'est comme arrêtez de parler, tout le monde arrêtez de parler, là. Là, on va faire l'action influencer et donc tu vas rouler ça puis dépendamment de ce que tu vas rouler, la... ça, moi, c'est là où je me sens frustré. C'est quand le jeu me force à vivre le moment social de cette façon-là. Tu sais, puis je pense que ça, de moins en moins, on en voit. Il y en avait un petit peu, je pense, dans les tu sais, première édition, deuxième édition, il y avait certains moments où est-ce que tu pouvais avoir des tables très précises de l'attitude du personnage que tu rencontres, puis Mhm. ce que tu avais besoin Mhm. d'obtenir ou quel charisme tu avais besoin d'avoir pour convaincre le personnage d'agir d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, je pense que la plupart des jeux laissent libre la pratique sociale parce qu'ils savent que c'est là où il y a la plupart du temps du plaisir autour de la table. T'as pas besoin trop de mettre de règles parce que on sait ce que c'est négocier des trucs. Puis c'est des outils finalement. Un jet de persuasion, moi je le mets pas systématiquement, mais des fois je trouve ça intéressant comme outil dans la conversation. OK, roule un jet de persuasion, on va voir où ça va amener la conversation. Ça tuera pas la conversation. Je te dis pas que t'auras pas ce que tu veux, mais je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, puis comment ça va inspirer la suite de la scène qu'on est en train d'écrire ensemble. Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que, par exemple, un jeu de persuasion, tu vas le faire lancer avant ou après que la personne ait comme interprété ce qu'il souhaitait dire au vendeur, par exemple? Moi, je fais trop cruellement souvent le jet après, puis je regrette parce que souvent, je suis déjà convaincu. Le joueur vient de faire son speech, il est super convaincant, puis là, je suis comme, wow, ok, ben, roule persuasion. Puis là, des fois, t'es comme, avec avantage, parce que c'était bon, là, c'était bon. Puis là, il roule, puis là, il y a un 7, puis t'es comme... Tu sais, je me souviens, ça t'était arrivé quand t'avais essayé de convaincre Morden Kanan dans La Malédiction de Strahd. Te rappelles-tu de ça, le À la mage fin, fou? c'est vers la fin? Ouais, il était là avec vous, vous aviez passé un bout de temps avec le mage fou, puis t'étais allé, tu lui avais dit, il faut que vous veniez nous aider, c'est votre seule chance de vous reprendre, nanana, puis ton speech était full inspirant, puis t'avais roulé persuasion, puis t'avais obtenu genre 9, puis elle a fait Oh mon Dieu, comme, oui, je me rappelle. Non. non. Puis j'étais genre comme, OK. Ouais, je me rappelle. C'est dur, ça! Tu sais, parce Ah que ouais, c'est dur. je, je pense que je devrais le faire rouler plus souvent avant, mais avant, c'est parce qu'on improvise. On est déjà dans la scène, tu sais, fait que... Ouais. Ça revient un peu à ton point de se dire, t'as pas le goût de couper la scène pour intégrer une mécanique, là. T'as pas le goût de Ouais. comme, tu sais, oh, 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 OK, attends d'en dire plus. On va Dis rouler, rien! dis rien, puis on va rouler, puis après, on va jammer selon ton résultat. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est pour ça Mais que c'est vois-tu, comme... ouais.
souvent, c'est pour ça que j'aime ça. Des fois, dans ce contexte-là, j'aime ça justement des systèmes de jeu qui sont pas nécessairement à seuil prédéfini, comme par exemple avoir en dessous de ton seuil, parce que si la personne a vraiment un super bon speech, mon niveau de difficulté va vraiment être plus bas. Tu sais, Ah je vais ouais, faire ouais, comme, ouais. ah, OK, ton niveau de difficulté sera pas à 14, là, il va être à comme 10. Tu sais. Ouais, ouais, j'avoue que moi j'aime ça aussi l'annoncer pour que les gens sachent c'est quoi tu sais, comment dire, les enjeux. Parce que je pense que Mhm. c'est important là, de faire comme, OK, ben, regarde, suite à tout ça, je te dirais qu'il faut que tu pognes au moins ci ou ça, tu sais. Mais c'est toujours arbitraire, on s'entend parce que il existe, hey, des règles. Savais-tu, Pierre-Philippe, il existe des règles dans Donjons Dragons concernant les interactions sociales? Qui les utilise? Ben, elles étaient cachées dans le guide du maître pendant des années, mais Ah, maintenant, dans le nouveau Player's Handbook de 2024, il y on a... dit comment il peut le plugger. On va en parler tout le temps pour toujours. Est-ce que c'est un Ouais. peu comme genre le moral des ennemis? Parce que ça, tu vois souvent ça, par exemple, dans un jeu de rôle plus au SR, tu sais, souvent, il va y avoir des morales qui sont associées à des groupes d'ennemis, sur à quel moment est-ce qu'ils vont prendre la fuite, si genre la situation s'envenime, mais en même temps, c'est social, mais en même temps pas tant parce que tu le joues pas, tu sais, il y a comme pas de contexte où tu vas jouer cette scène-là. Souvent, le maître de jeu va juste faire comme les ennemis s'enfuient parce qu'ils ont peur maintenant. Ils ont échoué leur jet de morale. Ouais. Mais je serais Mais, curieux. Dis-moi, ouais. dis-moi en plus, Pierre-Louis. Mais ça, tu vois, le moral, moi, j'y crois beaucoup. Je trouve ça génial. J'aime ça parce que soudainement, ça vient briser un combat. Puis tu sais que tu fais comme, OK, on tue le chef. Parce que si le chef meurt, on va briser leur morale. Ils vont peut-être se Mhm. rendre. On va peut-être le faire prisonnier. Moi, j'aime beaucoup le moral, mais non. Ben non. Donjon Dragon irait pas jusque-là quand même. Ils sont Ben, pas c'est trop aussi jamais. drôles que ça. En fait, il y a toute une section au début du livre qui parle un petit peu de c'est quoi un jeu de rôle. Puis quand il arrive à la section interaction sociale, role-play, il y a toute une section qui dit vraiment clairement c'est quoi le roleplay dans le jeu. Puis eux, ce qu'ils proposent, c'est à chaque créature de déterminer un niveau de gentillesse, là. Fait qu'ils sont soit hostiles, indifférentes ou amicales. Et suite à ça, ben, il va y avoir différents degrés ça va être facile ou difficile selon les interactions qu'on va avoir avec. Ce que j'aime beaucoup dans la façon dont ils le présentent dans le livre, c'est qu'ils vont parler qu'il peut y avoir du roleplay actif où on parle, on prend la voix de notre personnage, puis du roleplay qui est plus passif où on va plus décrire à la troisième personne comment on Mhm. interagit. Puis ils vont proposer quand même d'utiliser persuasion, empathie, deception pour manœuvrer. Puis ils vont dire clairement, écoute, tu peux faire l'action d'influence pour essayer d'influencer un personnage à faire ce que tu veux. Puis dépendamment de son attitude, il va soit, si mettons, vous êtes en même longueur d'onde, puis la créature est friendly, tu fais l'action d'influence, elle accepte. Il n'y a pas besoin de lancer de dés, elle va faire ce que tu veux. Si la créature est hostile, puis que tu essaies de faire l'action d'influence, pas besoin de rouler un dé, elle t'écoute pas. Puis si la créature est indifférente, tu fais un jet social difficulté 15. C'est pas mal toujours maintenant difficulté 15 là, dans toutes les affaires. Fait que, puis le but, c'est d'essayer finalement de la convaincre. Puis je trouve ça intéressant comme outil, mais on s'entend que, encore une fois, la vaste majorité des maîtres de jeu vont sans doute go with the flow un peu avec le roleplay. Il Mhm. il l'utilise beaucoup comme ça en faisant, c'est très freeform, il faut pas l'overthinker, il n'y a pas de tour. Tu fais juste vivre la scène, puis le maître de jeu va te guider là-dedans, tu sais. OK. Intéressant. Intéressant. Encore une fois, c'est comme toi, je te dis, je pense pas que la majorité des gens vont l'utiliser parce que je ne pense pas que la majorité des gens apprécient mettre un cadre dans le roleplay de la façon qu'ils interprètent ou de la façon qu'ils interagissent avec des personnages non joueurs, sauf pour résoudre une impasse, par exemple. Donc, je ne sais pas trop encore quoi en penser, je t'avouerai. Je suis un peu ambigu sur la chose. Toi, est-ce que tu penserais l'utiliser dans un contexte où tu serais maître de jeu à Donjon Dragon? Ben, tu vois, on dirait que ça vient quand même me mettre des guidelines, un petit peu plus, où je fais, tu sais, justement, un jet, souvent je fais ça, roule un jet de persuasion, mais dans ma tête, j'ai absolument pas de DC. Je suis comme 10, 15, 12. Là, c'est comme ça te met un DC en faisant 15 ou l'intelligence du monstre.
Fait que si t'as une créature qui est extrêmement intelligente, peut-être que ça va être plus difficile de la convaincre. Peut-être que, tu sais, ça te met comme des barèmes, mais est-ce que je vais l'utiliser systématiquement, puis vraiment l'utiliser à la lettre? Non, c'est plus comme un outil que je vais peut-être utiliser de temps en temps, mais parce que je pense qu'on le voit bien, il y a certains éléments dans un jeu de rôle où on n'a pas besoin tant que ça de règles. T'en as Mhm. besoin des règles pour savoir, tu te fais-tu toucher par la hache, tu t'évites-tu la boule de feu. Mais pour juste jaser avec les personnages, pour faire un plan, pour enquêter, as-tu vraiment besoin d'avoir 36 000 systèmes de règles? Non, je suis d'accord. Je suis quand même relativement d'accord. Je pense que il y a quand même, justement, comme je parlais tout à l'heure, le côté euh, relation de personnages, créer des liens entre les personnages, ou même certaines mécaniques clés qui peuvent être intéressantes pour expliquer certaines choses en jeu. Tu sais, je pense, par exemple, tu sais, là, tu mentionnais, tu sais, concevoir un plan d'action, par exemple. Mhm. J'aime beaucoup la mécanique de. Tu sais, je considère que c'est quasiment une mécanique sociale, là, de la mécanique de Blades in the Dark, de Ouais. devoir comme expliquer un plan d'action qui s'est passé la veille avec différentes choses, différents éléments qui viennent expliquer pourquoi est-ce que tu réussis à accomplir une action que normalement tu aurais échoué. Là. Je trouve que ça fait Ouais. comme partie un peu d'une mécanique quasiment sociale, justement, parce que ça peut avoir un lien avec des interactions entre les personnages. Mais ça, vois-tu, ça, j'aime beaucoup ça. Mais je serais curieux de savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, dans tes parties, pour reprendre mon premier exemple que j'ai mentionné, celui de Game of Thrones, d'avoir déjà expérimenté des jeux de rôle où tu avais vraiment des mécaniques de perte de valeur équivalente. Tu sais, un peu comme une pool de points de vie, mais c'est une pool de points de vie sociale. As-tu déjà vécu ça? Je l'ai essayé un peu, puis je te dirais que finalement, ça n'a pas été aussi intéressant que je pensais que ce serait. Tu sais, c'est un mini-game. On en a fait beaucoup, là, des mini-games Mhm. dans nos parties de Pathfinder, dans certaines parties de Vampire. Par exemple, il y avait un mini-game dans une partie de Pathfinder où il fallait faire des jets avec différents personnages non joueurs pour graduellement les convaincre de faire un certain projet pour le village. Fait que tu avais comme 6 ou 7 personnages, puis si tu choisissais la bonne compétence pour interagir avec lui ou elle, par exemple, il y avait un personnage que elle avait vraiment peur de la magie. Fait que si t'étais capable de faire un jet d'intimidation puis de parler de la magie, t'avais un bonus de plus trucs. Puis tu gagnais des points d'influence puis tu construisais cette pool-là. C'était vraiment comme une espèce de mini-game. Mais tu vois, au final, c'était un peu ardu. Puis pour les joueurs, je suis pas sûr que ce mini-game-là leur a apporté autant de satisfaction que de juste interagir librement avec les gens, puis de comprendre c'est quoi qui fait tiquer chaque personnage, tu sais. Genre comme, ah, ben, elle a vraiment peur de la magie, on pourrait juste, tu sais, faire des étincelles, puis la menacer. Tu sais, j'avais pas eu besoin de tout le système complexe que le module de jeu proposait. Puis même chose, à un moment donné, il y avait un duel verbal dans un jeu de Vampire la Mascarade. Mhm. Puis c'était un espèce de débat au milieu de l'Elysium. Puis le module, l'aventure, proposait de faire des jets opposés qui feraient perdre du moral, en fait du willpower. C'est une ressource Mhm. disponible dans les jeux de World of Darkness. Puis si éventuellement quelqu'un arrivait au bout de sa volonté, ben cette personne-là était vaincue. Puis je trouvais ça intéressant, mais c'est que à ce moment-là, les arguments qui étaient utilisés, peu importe leur valeur, donnaient des petits bonus mécaniques, mais on reposait quand même sur les dés. Puis j'étais comme, il me semble que ça me paraissait moins fort que la vie de mon personnage était en jeu dans un truc qui reposait beaucoup sur les dés, parce que je trouvais qu'on avait trouvé des vraiment bons arguments pour convaincre le prince, mais malgré tout, c'était toujours juste on lance les dés. Fait que j'avais quand même l'impression de me retrouver un petit peu plus dans une partie de Yahtzee que dans une partie de jeu de rôle. Ouais, je Puis, comprends. Mais est-ce que le niveau de difficulté était plus bas parce que justement vous aviez apporté des bons arguments? Est-ce qu'il y avait une quelconque fluctuation à ce niveau-là? ouais, on avait des bonus, mais tu sais, c'est d'autant plus frustrant quand tu fais, hey, on a vraiment pensé fort à notre affaire, la difficulté est diminuée, mais que là, tu roules mal, puis c'est comme, Mhm. qu'est-ce que tu Mhm. veux, c'est les dés qui tournent pas dans ton sens, puis t'es comme, ouais, je comprends, mais là, tu sais, Mhm. l'autre Un peu. personnage Ouais, non ouais, ouais. joueur, le maître de jeu, puis je comprends qu'il est débordé, là, qui résumait un petit peu la situation, ben, il faisait juste rouler les dés pour l'autre personnage, puis on était comme genre,
cette espèce de pool de dés-là, qui est pas concrétisé par autre chose que juste on lance des dés puis on explique grosso modo qu'est-ce qu'il dit, il est en train de nous battre, tu sais. Mais OK, intéressant, intéressant. T'as-tu déjà joué à Legend of Five Rings? Non, j'ai pas joué à Legend of Five Rings. Parce il y a le combat social là-dedans. C'est quand même assez important. Puis c'est drôle parce que ça fait un peu reflet aussi à Game of Thrones dans le contexte où est-ce que c'est très c'est la cour, les combats de cour et de voir comme Ouais. combat social. Je ne l'ai pas essayé dans la nouvelle édition, voir à quoi ça ressemblerait, parce que la nouvelle édition utilise des dés funky. Là. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble, le combat social dans cette édition-ci, mais on l'avait expérimenté un peu dans la vieille édition, ben, la précédente. Puis je l'avais comme pas nécessairement eu ça parce que c'était pas nécessairement. j'ai- Souvent, j'ai l'impression que un combat social, par exemple, mettons qu'on le transpose dans le contexte de Donjon Dragon pour faire un peu un comparatif, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu presque comme l'équivalent d'un challenge de compétences, là. Tu sais, Ouais, de ouais, ouais. devoir comme un peu aller avec ce que tu es capable de mentionner pour pouvoir convaincre une série d'individus ou accomplir un certain nombre d'actions précises qui n'est pas en lien avec, on va dire, le combat, mais plutôt en lien avec peut-être d'autres compétences un peu plus sociales ou même des connaissances pour pouvoir réussir ce que tu souhaiterais entreprendre. Puis ça me faisait un peu penser à ça dans Legend of Five Rings, puis je trouvais ça vraiment intéressant quand même si au final, il y avait quand même un jet de dés nécessaire pour accomplir le tout. On dirait Hmm. que juste le fait de pouvoir se dire que tu mets de l'avant certains aspects un peu plus sociaux de ton personnage, tu sais, tu mets l'accent sur certaines capacités de ton personnage, Mhm. que tu réussis à résoudre la situation, ou la rendre un peu plus facile. Tu sais, juste pour Hmm. prendre un exemple, là, juste pour prendre un exemple, je ne me rappelle plus c'était dans quel contexte, mais c'est aussi l'idée d'être capable d'aller puiser dans les ressources que ton personnage a à l'extérieur de ce qu'il peut accomplir physiquement. Ouais, Puis ça, ouais, je trouve ouais. ça cool. Je trouve ça cool. Comme justement, l'exemple, c'est que dans Legend of Fire Rings, mon personnage, c'était justement un homme de la cour. C'était pas un guerrier. C'était quelqu'un qui était très tourné vers le social, tourné vers les échanges, les discussions. Et il n'y avait aucune compétence. Il n'était pas vraiment bon dans ce qu'il faisait, là. Sauf que il était vraiment bon dans le fait de faire des origamis. Il OK. était vraiment bon pour faire des origamis. Et juste ça, tu sais, avoir eu pas de contexte social à ça, j'aurais jamais pensé à ça comme résolution de problème, mais j'ai comme joué sur l'aspect vraiment honneur et l'aspect exclusivité de la chose en abordant la personne avec qui j'échangeais en lui disant, je viens de faire un origami, il est beau, je te le donne et ce sera le dernier origami que je vais avoir fait de toute ma vie. Dans le sens que tu es maintenant le propriétaire du dernier origami que j'ai fait. J'en fais plus d'autres jamais. Et juste ça, c'est comme un petit côté, un petit échange social qui vient donner son petit bonus au jet de dés que je vais faire. Mais en soi, c'est d'aller puiser encore une fois dans des compétences ou dans des aspects Ouais. qui sont en dehors du contexte de genre, ah, je suis très bon pour persuader quelqu'un et je vais juste faire un jet de persuasion puis de rajouter un plus 10 puis réussir mon action. Ouais, Fait c'est ça. au final, c'était un peu là-dessus que je veux comme conclure cette parenthèse-là. C'est pour moi, des rôles, ou plutôt des règles sociales dans un jeu de rôle, c'est pas nécessairement central ou ça va pas nécessairement venir influencer le cœur d'une mécanique, mais ça va plutôt servir de tremplin à la résolution d'un problème. C'est à devoir Ouais. lancer un dé éventuellement parce que c'est le fun, lancer des dés. Tu n'as pas le goût de Ouais. juste résoudre le tout en échangeant et en discutant, mais que tu aies quand même un bonus conséquent. On dirait que en reprenant ta situation que tu as mentionnée pour Vampire, je me dis, est-ce que tu penses que tu aurais trouvé ça moins, tu sais, admettons que le niveau de difficulté aurait été comme le plus bas possible, tu sais, ça aurait été comme, il aurait quasiment fallu que vous ayez comme un 1 naturel sur votre D10 pour réussir l'action. Est-ce que tu penses que tu aurais trouvé ça quand même plaisant ou vraiment juste le fait que, veux pas, il y a quand même un hasard qui vient jouer dans la balance, ça te faisait chier à ce niveau-là? Je pense que c'est ça qui est dur, hein. C'est parce que toi, quand tu joues, t'as le goût de réussir. Surtout quand tu penses que c'était valable l'idée que t'as amenée. Puis des Ouais, fois, je comprends que le maître de jeu a pas nécessairement de bonne répartie, mais il faut qu'il interprète quand même le résultat des dés. ouais. Je pense pas que j'aurais trouvé ça cool qu'il me donne, genre, quasiment gagné d'avance, là. On roule, mais fais juste pas rouler un 1 mettons, là. Mhm. Ou, tu sais, genre, faut que t'aies un succès, là, quelque chose de même, là. La difficulté, ça va être faut que tu pognes 3 sur ton D10 au moins, puis tu roules 7 dés. Tu sais, j'aurais pas été satisfait de ça non plus, on dirait.
Mais c'est ça qui est dur. En fait, c'est ça que je réalise, je pense. J'aime ça quand les règles puis les lancers de dés rendent l'histoire meilleure, rendent la partie meilleure. Tu sais, puis oui, des fois, c'est difficile à établir qu'est-ce qui va être euh, meilleur, tu sais. Mais est-ce que le meilleur, ça se trouve justement juste dans le fait de quand nos vies sont en jeu, dans un combat ou dans une interaction sociale difficile? Tu sais, j'ai beaucoup, par exemple, réfléchi en voyant l'auteur de Mothership, quand il a dit que lui, dans son jeu, il n'y Mhm, avait pas de système pour se cacher. Il n'y a pas de stats pensées pour se dissimuler quelque part. mhm, Puis je trouvais ça bizarre, surtout dans un jeu d'horreur. Tu sais, Mothership, c'est un jeu où est-ce que tu es censé justement te sauver de monstres. Puis il y a plein de gens qui étaient comme, pourquoi il n'y a pas de discrétion? Pourquoi il n'y a pas une stat que tu peux rouler? Puis lui, son instinct, c'était de dire, moi, j'ai pas mis de règles là-dedans parce que je voulais voir les joueurs décrire, parler, discuter mhm, de comment ils étaient pour tenter de se cacher. mhm, De les voir stressés puis de faire comme la créature arrive là, qu'est-ce que tu fais? Genre, mais y a-tu quelque chose? Le lit, il y a un lit, je peux-tu me cacher en dessous du lit? Ok, parfait, tu t'en vas en dessous du lit. Puis pour lui, c'était juste de l'histoire continue, mais là, cette situation-là sera pas déterminée par les dés. T'es caché en dessous du lit, moi je vais déterminer c'est quoi comment l'histoire va se complexifier. Puis je trouve ça intéressant qu'il y ait toujours certains aspects dans un jeu de rôle où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement une règle à titrer. Puis quand il n'y a pas de règle, ce mhm. qui arrive, c'est qu'on en parle. Tu sais, s'il n'y a pas une règle claire pour déterminer c'est quoi le prix d'une auberge, on va en jaser. Ou tu sais, pour négocier, c'est quoi les tarifs pour des mercenaires. Si t'as juste un dé à rouler, on n'en jasera pas, on va rouler le dé puis on passe à autre chose très rapidement, tu sais. Intéressant ce que tu dis, par exemple. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ça en revient à se poser la question, est-ce que le fait de ne pas avoir de règles pour gérer justement tout l'aspect social, au final, c'est mieux parce que ça encourage l'échange, au final, ça encourage la résolution d'une situation sans devoir reposer sur le dé parce que justement, on va plus baser la solution, la réussite ou l'échec de la situation actuelle sur la discussion qu'il y a entre les gens et que au final, le concept du dé est plus un parachute ou tu sais, un- une ceinture de sécurité si jamais la personne n'est pas à l'aise à devoir continuer dans l'échange verbal, là. Ouais, puis tu sais, il y a le classique, puis je pense que c'est très esprit vieille école aussi de faire, t'essaies de convaincre quelqu'un, tu pourrais rouler un dé, ou ça pourrait être le tremplin pour le maître de jeu de faire oui, je vais vous aider, mais d'abord, vous devrez vider mon sous-sol de tous ces rats sanguinaires qui sont. Tu sais, Mhm. ça peut faire partie du jeu de juste créer une toile d'entente, de négociation, de donnant-donnant, puis lancer les joueurs sur une quête. Parce que si t'es comme, hey, il faut que vous nous aidiez, roulez un jet de persuasion, vous avez raté, fait que non, je vous aide pas. Fin de Ouais, l'histoire. ouais, ouais, ouais. Je suis pas contre les jets de persuasion, je les utilise très souvent, mais je pense que souvent, c'est qu'on s'enchaîne nous-mêmes comme maître de jeu en faisant ah, c'est plate parce que j'aurais aimé ça vous donner une quête, mais je pouvais pas parce que vous avez raté votre jet, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. Parce que ça C'est aurait drôle été parce que ça. awesome que le match vous suive, puis je me suis enchaîné, tu sais. Tu fais encore des allusions à Golden Kingdom. Oui! C'est pas grave, Pierre-Louis, je t'en veux pas. Mm. Mais c'est drôle, vois-tu, c'est sur un sujet connexe, ça déloge un peu, mais ça fait aussi penser à ce qu'on appelle, par exemple, des jets d'investigation, des jets Ouais, de rechercher objets cachés. Et c'est aussi, je trouve ça intéressant dans des jeux de rôle être, qui vont mettre l'emphase sur la recherche et sur l'investigation, mais qu'il n'y a pas de compétences investigation. ouais. Comme ça, tu dois un peu plutôt rechercher ou plutôt utiliser des compétences connexes à tout simplement dire je recherche pour trouver qu'est-ce qui est caché. Tu sais, mettons que genre la solution se trouve dans un vieux livre de botaniste, ben tu vas peut-être faire hey, moi je suis quand même compétent tu sais, justement en agriculture. Genre, j'ai peut-être déjà lu des livres là-dessus. Y a quelque chose que je pourrais peut-être lancer plutôt un jet justement de je pense à l'appel de Cthulhu, il y a tout le temps comme mille Ah ouais. compétences qui n'ont pas rapport, là. Lancer un jet d'agriculture plutôt que de lancer un jet de trouver objet caché pour dénicher l'ouvrage que je recherche. Et ça, je trouve que c'est vraiment
je trouve ça plus le fun au final. Je trouve ça plus le fun d'aller justement piger dans des trucs un peu plus hors champ que de se dire tout simplement je vais tenter de le persuader ou je vais tenter de trouver ce qui est caché. Puis ça revient aussi un peu à ça pour le persuasion, c'est de se dire hey, je peux-tu reposer ma réussite sur un autre aspect de mon personnage que Ouais. la simple compétence de persuasion. Peut-être que mon personnage est comme super, il est super musclé ou fait que je vais faire comme un exemple un flex de force pour essayer de le convaincre de me suivre parce qu'il sait que je vais pouvoir le garder en sécurité. Ça, je trouve ça déjà plus intéressant. Ben oui, parce que ce qui arrive, c'est que si tout repose sur une seule stat, parce que Donjon Dragon, c'est ça, il y a beaucoup moins de compétences que dans l'appel de Cthulhu. Fait que ce qui arrive, c'est quand t'as un barde, collège de l'éloquence, pas mal toutes les rencontres sociales vont finir par le barde, collège de l'éloquence, qui roule un jet de Ouais. persuasion, puis qui obtient 27. Tu sais, Ouais. puis c'est ça qui est fâchant, c'est qu'au final, toutes les rencontres sociales se ressemblent un petit peu. Mais si tu l'utilises moins souvent, puis t'es comme, oh non, pas vous, j'ai pas le goût de parler avec toi, ben, t'as pas le choix de mettre aussi en valeur les autres membres de l'équipe. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est toujours un peu tricky, parce que je sais qu'il y a des joueurs qui choisissent de jouer un barde plein de charisme, parce que c'est ça qu'ils veulent. Il faut leur donner un petit quelque chose. Je pense que ça peut toujours être une option pour lui, d'influencer certains personnages, mais, tu sais, moi, j'y crois beaucoup que les mécaniques sont là pour améliorer la partie. Mhm. Puis le roleplay, c'est beaucoup plus que juste faire un simple jet de persuasion. Moi, je pense que le roleplay, c'est aussi avoir des objectifs de personnage. Mhm. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux grandir? Puis il y en a plein là, des jeux qui ont des mécaniques basées là-dessus qui sont super inspirantes. Puis qui sont pas super envahissantes. Là. Tu sais, des jeux comme Heart, le jeu inspiré de Ouais. Spire, où pour gagner des nouveaux pouvoirs, il faut que tu atteignes des beats narratifs. Ouais. Hey, Ouais. ouais, c'est bien drôle que tu mentionnes ça parce que j'ai vu quelque chose récemment là-dessus, mais continue, je vais t'en parler après. Ouais, mais ça, c'est awesome parce que, tu sais, si tu atteins ce beat-là, mettons, tu sais, des fois, c'est des beats super méta, là. Je veux mettre un personnage non-joueur aimé du groupe en danger. Mhm. Puis si je fais ça, je débloque un pouvoir, tu sais. C'est Mhm. awesome, là. Ça te donne un objectif, puis là, ça améliore ton roleplay. Parce que moi, je rencontre tellement de joueurs qui sont comme, j'ai de la misère à roleplay, mes joueurs, ils veulent pas trop roleplayer. Mais ça, ces règles-là, ça te donne un incitatif. Tu roleplay, tu montes de niveau, finalement, tu sais. Ouais, vraiment, vraiment, j'aime vraiment ça, pour ça. Je trouve que c'est vraiment bon. Puis là, tu vois-tu, je cherche le truc, je sais plus c'est quoi, mais c'est comme pas un hack complet, là, mais c'est justement un truc basé sur Cairn en bonne partie. Et il y avait cet aspect-là où que tes personnages, dans le fond, préétablis, c'était comme des préfets que tu pouvais avoir. Et chacun d'entre eux avait des compétences de base, mais pour débloquer la compétence suivante, il fallait comme que tu accomplisses un objectif qui était un peu plus social, justement Ah ouais, ouais, ouais. en lien avec la compétence actuelle que tu as, comme par exemple, il y a un des personnages, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais il pouvait comme faire des flammes, il pouvait comme starter des feux puis mettre des trucs en flammes. Puis en fait, pour pouvoir débloquer la prochaine compétence, il fallait que tu utilises ton pouvoir de faire des flammes pour réchauffer le groupe dans une soirée où est-ce qu'il fait vraiment froid. Ah, Puis là, j'étais genre wow. comme, qu'est-ce que c'est bon! Ah! C'est tellement comme, ça encourage justement tellement ça, là. Ouais, puis ça, j'adore ça. Forbidden Lands aussi, il y a une mécanique super chouette où est-ce que tu as une fierté. Puis à chaque fois que ta fierté peut être utilisée, tu peux utiliser, je pense, une fois par session, une approximation de la règle. Mais tu peux rajouter un dé super gros à ton pool de dés si tu utilises ta fierté. Fait que mettons, moi, ma fierté, c'est il n'y a jamais personne qui m'a battu en combat singulier. Ou je suis toujours là pour mes amis. Fait que si tu penses que ça s'applique à la situation, tu as un dé bonus qui s'ajoute. Mais le pendant de ça, c'est si tu échoues le jet, même avec le gros maudit de ta fierté, c'est ta fierté s'effondre, puis il faut que tu trouves une nouvelle fierté. Tu sais, tu peux plus utiliser cette fierté-là, tu deviens comme ton personnage a évolué parce que t'es comme ben là, Parce qu'il Chris, ne croit plus. j'ai allé être vaincu en combat singulier. Je suis qui maintenant? Tu sais, t'es en crise existentielle. Ah, j'aime ça, j'aime vraiment ça, en fait. Je trouve ça vraiment une bonne idée. Puis c'est intéressant parce que ce genre de mécanique-là, c'est pas nécessairement directement orienté
vers le roleplay. Tu sais, ça ne vient pas directement exercer une influence sur ta manière de jouer avec les autres personnes autour de toi, mais par la bande, ça vient Mhm. quand même exercer une influence parce que ça a un enjeu qui n'est pas mécanique. Tu sais, ça a un enjeu sur ta façon de te tenir, de ta façon de t'interpréter, comme là, tu viens de mentionner le fait que tu t'es fait avoir, tu sais, tu t'es fait avoir en combat singulier, par exemple. Ben là, ça va paraître dans ton jeu, ça va paraître dans ta manière d'interpréter ton personnage, ça va paraître dans ta manière de le vivre. Et je trouve ça vraiment bon. Ça, c'est super clever comme idée, là. Ouais, puis ça, tu vois, moi, je trouve ça plus inspirant. De toutes les mécaniques sociales qu'on a parlé pour inspirer votre roleplay, puis je pense que c'est des mécaniques qui se voleraient assez facilement pour du Donjon Dragon. Moi, c'est celle-là qui me parle le plus. Parce que je me sens assez bien couvert quand vient le temps de interagir avec des personnages non joueurs. J'ai pas tellement besoin qu'il y ait comme une jauge de succès, des dés spécifiques, un mini-game. Mhm. Mais moi, ça m'inspire vraiment beaucoup comme joueur quand il y a quelque chose qui mécaniquement me, 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 me pousse à agir d'une certaine façon, me pousse vers un objectif. Puis c'est ça un personnage aussi, hein. C'est des quêtes, c'est des désirs. Est-ce que tu as déjà, je suis curieux, est-ce que tu as déjà animé les parties de Donjon Dragon, par exemple, où tu t'avais défini que euh, l- gagner de l'expérience, monter de niveau n'était pas basé nécessairement sur un gain de compétences, mais pas non plus basé sur tu sais, une balise, là, tu sais, atteindre telle section de l'aventure, vous montez de Mhm. niveau, mais plus justement autre chose, comme peu importe là, la relation entre tes personnages ou peu importe. Là. J'ai fait quelques petites expérimentations. Dans Gregenroth, les filles qui tuent montaient de niveau, un point Quand d'expérience tu par tuais. trésor. OK. Mais j'aurais pu leur donner pour le meurtre, mais c'était pour les trésors. OK. Puis les détectives, j'avais dit à chaque fois qu'ils étaient pour résoudre une enquête, ils étaient pour monter de niveau. Puis finalement, ils n'ont jamais rien résolu, fait qu'il a fallu que je passe à Milestone parce qu'il était trop poche. C'est vrai, quand je repense, je suis comme, ils n'ont jamais résolu d'enquête. Tout le temps, ouais. Puis Ah non. ce que OK. je me suis dit, là, c'est que dans la prochaine campagne qu'on commence là, j'étais pour faire des mini-quêtes. Fait que les personnages étaient pour avoir des quêtes personnelles puis des quêtes de groupe. Puis pour chaque quête, qui sont comme des beats narratifs, ils gagneraient de l'expérience. Fait que, tu OK. sais, fait que mettons, ils ont une quête de groupe, là, tu sais, vraiment comme dans Diablo, là, t'as ton petit journal avec des quêtes. Puis chaque personnage a une quête personnelle aussi reliée à différents trucs, là, du genre, moi j'ai un background d'acolyte. Fait qu'à chaque fois que je découvre un nouveau texte ancien concernant la religion de mon dieu, je gagne 25 XP. OK. Moi, je suis un, je OK. suis un, je suis un, je suis un, je suis un roublard, machin, machin. Fait qu'à chaque fois que je suis capable d'augmenter ma richesse personnelle, je gagne 25 XP, tu sais. Puis que je vais essayer de OK. trouver des petits trucs comme ça. Ça, c'est vraiment du homebrew tout le temps, là. Puis c'est beaucoup de job, mais je vais essayer de trouver des trucs. Pour inciter les C'est-tu gens. pour. Ouais. Est-ce que c'est pour Donjon Dragon? Ouais, pour Donjon Dragon 5e édition. OK. Intéressant. J'aime ça. J'aime ça parce que, encore une fois, ça vient à un peu avoir une carotte au bout de bâton, là. C'est que c'est un incitatif qui encourage, mais qui n'est pas obligatoire, disons, au personnage. C'est le faire, ça donne des bonus, mais ne pas le faire, ça ne donne pas pour autant des malus. Puis je suis d'accord avec toi aussi, ce que tu mentionnerais, qu'on s'en fait que ça se peut se transposer quand même facilement tu sais, d'un système à un autre ou d'un jeu à un autre. Souvent, Mhm, ces mécaniques-là, là, quand c'est pas une mécanique qui est directement associée à on va dire, à des attributs de personnages, comme peut l'être, par exemple, les combats sociaux dans Game of Thrones, qui est quand même un autre morceau, là. mhm. Mais tout ce qui touche, par exemple, on en revient à Root, tu sais, à Root, tu avais quand même des relations à créer au début dans ton personnage et tout ça. C'est toutes des Ouais. choses que ça peut se transférer dans un autre jeu parce que justement, les PBTA, ils en ont tellement, et toutes les PBTA fonctionnent de manière un peu différente, mais ils ont tout un peu, utilisent un peu toute cette mécanique-là. Puis ça, je le verrais dans d'autres contextes, là, tu sais, à la limite, même dans un jeu comme par exemple, je sais pas, là, je pense à genre, on va dire horreur liminale, par exemple. Ouais. Je dis ça Ouais. je dis ça de même par hasard. Un Et jeu de même, là. un jeu de même. Exemple que tu pourrais dire qu'en en création de personnage, vous devez tous créer un lien entre vous
entre, disons, un personnage avec un autre. Au pire, on lance au hasard quel personnage est relié avec quel autre personnage. Vous créez un lien entre vous. Et quand vous devez faire un jet en jeu qui repose un peu sur ce type de lien-là ou sur la relation que vous avez avec l'autre personnage, eh bien, vous pouvez lancer votre jet avec avantage, par exemple. Ouais, ouais. C'est juste ça, je trouve que c'est comme. Hein? Ouais. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça. Ouais. Puis, tantôt, tu l'as mentionné, juste me rappeler, Pierre-Loup, c'était dans quel contexte de jeu que tu avais comme une espèce de mini-game, tu parlais tantôt dans une des parties? Dans C'était dans quoi? Pathfinder, il y Mais a. vois-tu? Oui, vas-y, Ah ouais, il vas-y, y en a vas-y. plein. Des minigames dans Pathfinder, là. Il y a des minigames pour fouiller des bibliothèques. Des minigames que. Dans chaque gros module, il y a toujours au moins un minigame social ou genre qui te fait penser en dehors de la boîte, là, puis qui met en vedette le roublard, là. Mhm. Mais vois-tu, juste ça, moi ça aussi, je trouve ça cool dans le fait où même une mini-game qui aurait une mécanique qui, pour moi, je me dirais, hey, j'ai pas le goût de gérer ça comme à toutes les parties, là, mais de se dire que dans exemple, tu rentres dans un palais et dans ce palais-là, vous avez tant un pool de points à accomplir sur les relations sociales, les interactions que vous avez avec, avec les autres personnages que vous allez rencontrer dans le bal de la soirée. Et si vous atteignez ce pool social-là, eh bien, vous avez le droit d'avoir votre audience avec le roi. Et si vous ne l'avez pas, ben, vous avez une audience avec genre un de ses conseillers. Et juste ça, Ouais. je suis comme genre, oh shit. Il y a quand même tu sais, des petites choses à aller chercher. Puis je trouve ça intéressant, des minigames que c'est pas ça ne sera pas tout le temps présent dans toutes les parties, mais d'avoir des petites mécaniques comme ça qui viennent apparaître une partie à une autre, je trouve que ça offre son petit quelque chose que moi, je trouve ça riche. Je trouve ça riche. Ouais, les minigames, moi, j'aime pas ça, là. Surtout dans Pathfinder, là, il y en avait la première édition. En tout cas, la deuxième, je les ai moins lus, fait que je sais pas s'ils en ont mis beaucoup. Mais je, je cracherais pas sur un minigame une fois de temps en temps. T'as pas l'air d'être si fan que ça, on dirait. Je sais pas pourquoi dans l'arrêt tu. Ben, c'est souvent parce que le minigame pour le maître de jeu, c'est d'apprendre les règles du minigame. Puis là, t'as l'impression de Ouais, sortir comme Azul, puis de faire comme, oh, comment ça se joue ça déjà? Faut que je prépare ça pour ce soir. c'est vrai, t'as raison. T'as Mais raison c'est, quand même, c'est vrai. mais c'est le fun. Je me souviens, à chaque fois que je l'ai mené, mes joueurs étaient comme, ah, tu sais, du genre, il y en a un, c'était vraiment ça, il fallait qu'il fasse le ménage dans une bibliothèque pour un fantôme. Puis t'avais des règles de recherche. Il fallait que tu fasses des jets de recherche puis de savoir pour enlever des points de vie à la bibliothèque. Puis tu pouvais Je trouve aider ça de plein de malade. façons. C'était tellement le fun. Les joueurs ont tellement. Puis mon roublard qui s'appelait Ron, c'était lui qui faisait tout, mais comme il était petit, on imaginait que le barbare, il aidait en faisant genre des jets de force. Parce qu'il sortait les gros livres que Ron ne pouvait pas aller chercher parce que c'était un alphelin, tu sais. Fait que c'était comme, ça a créé une scène. Puis c'était vraiment le fun. Puis ils étaient tous dans leurs compétences dans lesquelles ils étaient bons. Fait qu'ils ont rushé le minigame. Mais ouais, vous irez voir ça. Il y en a quelques-uns des très bons, là. Ça, je J- trouve ça malade. C'est très, très cool. C'est le genre de choses que j'apprécie énormément. Puis je trouve que justement, ça encourage une forme de roleplay parce que Ouais! tu embarques dans une ambiance précise qui est cadrée par le mini-jeu. Je trouve ça vraiment cool, ça. Ouais, puis ça sort de l'éternel combat, mais là, soudainement, c'est un combat contre une bibliothèque, ou c'est un match. Maintenant, on a fait je ne sais plus comment ça s'appelait du Blood Pig, du Pig Ball. Puis c'était comme un roi fou dans une ruelle, là, tu sais, c'est dans Curse of the Crimson Throne. Puis il y avait des cochons vivants qui lançaient sur le toit d'une maison, puis il y avait deux équipes qui s'affrontaient pour rattraper les cochons, puis les lancer dans des boîtes pour faire des buts. Fait que ça devenait comme Ben un bon, toi. mini-game. Mais très vite, ça C'est virait bon. en combat. Ouais, mais c'est souvent ça, en fait. C'est souvent ça, c'est que quand ton jeu est quand même orienté. Tu sais, quand tu as comme mille et une règles qui vient gérer tes aspects plus physiques et tu sais, capacités, éventuellement, tu as l'impression que ça va quand même tourner vers ça. Là, tu sais, t'as quand même. Même si tu as beaucoup l'emphase sur des aspects plus sociaux et tout ça, sois pas surpris. Faut pas être surpris si à un moment donné, tes joueurs font juste comme Hey, sais-tu quoi? Je vais y crisser une volée à la place. C'est à Pourrais-tu la lancer place d'y une boule de parler. feu? Ils sont tous ensemble? Ouais, tu sais. Hey, j'espère que ça vous a un peu inspiré pour votre roleplay et vos parties à la maison. Le constat de ça, finalement, c'est que des fois, c'est le fun, puis d'autres fois, on n'est pas sûr. Je pense qu'il y a des jeux qui sont très bien pour ça, puis d'autres jeux que tu dois être un peu plus, toi, un peu plus ramé pour que ça soit convaincant. Ben oui, parce que c'est le fun aussi de juste niaiser, prendre des voix,
écrire des histoires un peu niaiseuses puis passer finalement la moitié de la session à négocier le prix d'une hache. Ça peut pas mal résumer les dernières sessions que j'ai vécues. Oh man. Mais c'est ça qui est le fun aussi. Ça fait partie du plaisir des jeux de rôle, hein. Dire de la merde. C'est une belle conclusion. Ça pourrait être le titre du podcast aussi. Dire de la merde. Ben non, arrête, c'était full pertinent. Bon. Non, t'es pas d'accord. Ben, roule Oui, je suis persuasion d'accord. d'abord.